Bonjour, je présente aujourd'hui la 69e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle porte cette vidéo sur la réindustrialisation sociale et écologique de la France. L'objectif que je me fixe est de faire passer de 11% aujourd'hui à 25% en 10 ans la part de l'industrie dans la valeur ajoutée française, soit la création d'environ 2 millions d'emplois. Au-delà de l'aspect quantitatif, c'est sur le sens à donner au renouveau de la base productive française que le parti de la démondialisation articule ses propositions. Bien sûr, nous comprenons les interrogations qui pourraient naître de propositions aussi iconoclastes. Car pour beaucoup de citoyens, et souvent à juste titre, l'industrie n'a pas une bonne image en France, notamment auprès des jeunes. Pour ces derniers, elle évoque le travail à la chaîne, 85%, un travail pénible, 81%, la pollution, 71%, des métiers mal rémunérés, 68%, la saleté, 55%, des risques pour les riverains, 53%, selon une enquête IFOP de novembre 2013. Les politiques de mondialisation se sont particulièrement acharnées sur l'industrie française, c'est-à-dire sur les ouvriers. Mises en place dès la fin des années 60, ces politiques se sont généralisées à la fin des années 70, après la victoire du néolibéralisme en Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher et aux États-Unis avec Ronald Reagan. L'objectif de remise sous contrôle des entreprises pour rediscipliner le salariat après mai-juin 68 a été obtenu par une multitude de mesures: délocalisation juste à temps, polyvalence, diminution de la longueur des lignes hiérarchiques, importance accrue accordée au droit commercial par rapport au droit du travail, temps partiel, intérim, CDD, c'est-à-dire l'organisation cynique et systématique de la précarité, acharnement antisyndical. Tout a été fait pour organiser volontairement la flexibilité, c'est-à-dire la création d'un climat instable permanent, pesant sur les salariés, dans le but d'affaiblir leur capacité de résistance. Résultat, la part des recrutements jugés difficiles dans l'industrie s'élève en 2014 à 39%, la plus forte de tous les secteurs économiques, selon l'enquête Besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi Crédoc de 2014. Les représentants patronaux en tirent la conclusion qu'il faut changer l'image de l'entreprise et mieux former la main-d'œuvre. Ils font semblant de ne pas comprendre que c'est l'usine elle-même qui doit changer, pas seulement l'image. Pourtant, le sondage précédent donne les clés de compréhension. Si ces usines veulent vraiment trouver des candidats à l'embauche, elles doivent améliorer les conditions de travail, réduire les pollutions, augmenter les salaires. La réindustrialisation que je propose vise précisément à une mutation écologique du mode de production. C'est une industrie radicalement différente que nous voulons faire naître. Les stratégies suivies jusqu'ici par le grand patronat et les différents gouvernements qui se sont succédés depuis une quarantaine d'années, ayant pour objectif la compétitivité, la concurrence, la conquête de marchés à l'étranger, le libre-échange, sont fondées sur la baisse du salaire et des cotisations sociales. Leur bilan est calamiteux. Elles doivent être abandonnées. Elles mettent en concurrence les peuples et les travailleurs, aiguisent leur division, baissent le niveau de vie et les dépenses publiques sociales, aggravent la dégradation de l'environnement. Les nouvelles stratégies que nous voulons mettre en œuvre par un gouvernement démondialisateur, avec l'appui des services publics et des entreprises nationales, seront conçues pour répondre aux besoins de la population. Tout le reste suivra.
cette réindustrialisation n'aura aucune ressemblance avec l'image d'Épinal assimilant l'industrie dans son principe même à ce que l'on a connu de pire au XIXe et même au XXe siècle, situation encore parfois prolongée de nos jours dans certains pays et aussi dans certains secteurs économiques et certaines usines en France. Au lieu d'aliéner l'homme au travail, cette réindustrialisation le placera au cœur du processus productif. Au lieu de détruire la nature, cette réindustrialisation fera corps avec elle. Au lieu de se fixer le profit comme objectif unique, exclusif et obsessionnel, cette réindustrialisation se focalisera sur les besoins de la société. Au lieu de mépriser les territoires et les consommateurs, cette réindustrialisation se fera avec eux. Pourquoi parler de politique industrielle ? Est-il crédible de parler de politique industrielle alors que 54% des Français pensent qu'il n'est plus possible de réindustrialiser la France ? Un doute existe en effet dans la société sur notre capacité à garder les usines sur notre sol. Eh bien, nous voulons convaincre nos compatriotes du contraire et leur démontrer qu'il est nécessaire et possible de réindustrialiser la France, mais à condition de démondialiser. Beaucoup de monde, de tous secteurs et de toutes opinions, estiment que l'industrie est chose du passé et que nous serions désormais à l'ère post-industrielle, celle des services et du numérique. Tout ceci résulterait d'une sorte de darwinisme économique, une loi de l'évolution des sociétés identique au changement d'ère observé lors du passage de l'agriculture à l'industrie. Ce phénomène serait aujourd'hui de même nature avec le passage de l'industrie au service. Il serait donc vain de prétendre faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Eh bien, cette analyse est erronée. Le déclin de l'industrie française est dû à d'autres causes parfaitement bien connues. Ce déclin, d'ailleurs, doit être appréhendé en termes relatifs, car en volume, la production de biens manufacturés en France a doublé de 1970 à 2008. La mondialisation néolibérale, avec notamment les délocalisations, a servi à réduire la taille et le nombre des usines à grande concentration ouvrière, dans lesquelles se trouvaient les principaux foyers de contestation de l'ordre dominant dans les années 60 et 70. Une nouvelle division internationale des tâches en a résulté, consistant à réorganiser le travail industriel à l'échelle planétaire en le localisant dans certains pays du Sud. Le déclin de l'industrie est également lié à un certain effet d'optique. L'externalisation de nombreux services préalablement assurés par les firmes manufacturières a diminué les effectifs, l'entretien, le gardiennage, les réparations, la sous-traitance. Une évolution de la productivité a été beaucoup plus rapide dans l'industrie que dans les services. Les importations massives de biens manufacturés, généralement de médiocre qualité venant de pays du Sud, en remplacement des productions nationales. Ajoutons pour compléter le tableau un consensus des élites pour noyer la France dans la mondialisation. Les socialistes, dès 1982-1983, avec leur fameux tournant de la rigueur, suivi par la droite, en fixant la priorité absolue aux exportations et en asséchant le pouvoir d'achat en France, ont cessé depuis longtemps d'investir sur le territoire national. Ils ont abandonné la France et délaissé le marché intérieur. La caste politique n'est pas la seule à être fautive, car les grands corps techniques et les hauts fonctionnaires qui ont dirigé la France ces 40 dernières années ont participé à ce rejet de la France. Comment ont-ils pu ne pas voir venir l'effondrement de l'industrie française? Comment ont-ils pu ignorer l'industrie à ce point?
Il faut aussi ajouter aux responsables de cette faillite un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, d'économistes. Ils ont refusé de s'intéresser aux usines, d'aller en visiter, d'écouter ceux qui y travaillent. Ils ont limité l'étude de l'entreprise à l'activité des stratèges et des dirigeants, des bureaux d'études et des tâches de conception. Les élites intellectuelles ont laissé sans combattre s'installer des doctrines et une idéologie qui ont contribué au désintérêt de la nation pour l'industrie et accéléré son déclin. Les théories du management ont focalisé sur l'encadrement et les sièges sociaux, bien plus que sur ce qui se passe dans les ateliers. Les grands médias ont porté le coup de grâce en faisant disparaître l'usine et la figure de l'ouvrier du paysage médiatique. La conclusion tirée par des millions de personnes travaillant ou ayant travaillé dans l'industrie est simple. On ne peut faire confiance pour défendre l'industrie ni à la caste politique de gauche ou de droite, ni aux hauts fonctionnaires, ni aux intellectuels, ni aux grands médias, je ne parle même pas du grand patronat. De notre côté, nous voulons inviter à la réflexion sur la vision que l'on peut avoir de l'industrie du futur. Quelle industrie, quelle usine voulons-nous? Car au train où vont les choses, que restera-t-il de l'industrie en France dans les décennies à venir si l'inertie actuelle persiste, ou plus exactement, si l'acharnement mis à détruire notre industrie persiste? Ce qui est clair, pour l'Observatoire des usines du futur, en mai 2012, c'est que l'industrie doit regagner la confiance de la population. C'est pourquoi nous parlons de réinvention, de reconfiguration de l'industrie, de mutation du mode de production. Une volonté politique est nécessaire pour reconstruire la base productive nationale, car le marché est incapable de le faire spontanément. Ces 40 dernières années en ont administré la preuve. L'industrie nouvelle que nous voulons doit permettre d'atteindre plusieurs objectifs. D'abord, produire des biens utiles, évidemment, des plus communs aux plus sophistiqués. Ne pas les produire en France signifie les importer, alors que notre balance commerciale est déjà structurellement déficitaire. Cela revient à consommer davantage que l'on produit, à nous endetter et à vivre à crédit, à maintenir un niveau élevé de chômage. Ceux qui sont effrayés par le niveau de la dette publique française devraient l'être encore davantage par le montant du déficit commercial, dont les conséquences sont bien plus graves. Autre objectif, gagner le maximum de gains de productivité, à ne pas confondre avec productivisme. Gains de productivité qui contribuent aux économies en travail et en capital et à limiter les prélèvements et les nuisances sur l'environnement. Objectif, encore, d'encourager l'innovation technologique, non pour accélérer le libre-échange, la concurrence et la guerre économique, mais pour améliorer la qualité et la durabilité des produits, la qualité du travail et la place de l'homme au travail, les processus de production au regard de l'environnement. N'oublions pas qu'à ce jour, l'industrie est responsable de 19% des émissions mondiales de CO2. Si nous la laissons partir sans réagir aux délocalisations, il est assez probable que les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter dans le monde, même si nous avons l'impression qu'ils diminuent en France. En revanche, si nous conservons et développons notre industrie en modifiant radicalement son mode de production, nous participerons alors à la baisse des gaz à effet de serre. Objectif encore, créer de nombreux emplois variés, des plus modestes aux plus hautes qualifications. Encore un objectif, organiser l'aménagement du territoire, car la nouvelle industrie sera la pierre angulaire de la résurrection des banlieues, de certains milieux ruraux et des centres-villes. Susciter des emplois induits dans les services est un autre objectif,
et aussi contribuer à la puissance et à l'indépendance nationale. Objectif encore de développer la coopération internationale en aidant les pays qui en sont dépourvus à se doter d'une industrie. Et puis, économiser les devises en réduisant les dépenses vis-à-vis de l'étranger. Voilà comment je vois le développement futur de notre industrie, tout ceci étant évidemment impossible dans le cadre de l'euro, de l'Union européenne et plus généralement des institutions supranationales comme l'Organisation mondiale du commerce.